parler roadmap produit. Il s'agit d'une prévision. Donc, nous allons nous adapter. Donc, nous allons nous adapter. Il n'y a pas beaucoup de buffer de temps. Alors. Quelques éclairages sur les versions d'Intuiflow qui arrivent. Donc, au-delà de la version actuelle. Donc, version Intuiflow, on a plusieurs choses qui arrivent sur la version Q2. On va changer un peu les habitudes visuelles. Donc, désolé, ça va changer un peu les habitudes. Avec une nouvelle interface utilisateur. On va intégrer un truc qui s'appelle une vue Gantt. Ça sera une visualisation dans un premier temps. Ça ne sera pas un glisser-déposer sur la partie ordonnancement. Il y a une fonctionnalité que l'on va voir qui est on appelle ça en anglais load optimizer. C'est faciliter l'optimisation d'une génération d'ordres groupés. Par exemple, je veux générer un certain nombre d'ordres pour qu'ils remplissent un conteneur de 40 pieds. Ou je veux regrouper un certain nombre d'ordres pour que ça représente une fabrication de 30 heures de boulot, par exemple. Il y a des améliorations sur le module de distribution. Donc, le module de distribution, on ne l'a pas beaucoup vu sur ces 2 journées. C'est le module qui permet de déployer les stocks dans un réseau de distribution qui typiquement vient en remplacement du DRP, qui peut être utilisé aussi d'ailleurs dans d'autres contextes. Il y a un projet, enfin une mise en œuvre qui est très intéressante, qui est faite notamment par un de nos clients automobiles sur la mutualisation des appros. Il y a une tactique d'ailleurs qu'ils ont trouvée aussi pour avoir plus de résilience et plus d'efficacité. Donc par exemple, ce client-là au Mexique et au Maroc ont mis en place un hub pour les appros de leurs fournisseurs, donc un centre de distribution pour les appros de leurs fournisseurs, et tous les jours déploient sur, je crois qu'au Maroc c'est cette usine, déploie sur cette usine les composants en fonction du besoin de buffers locaux de chacune des usines au jour le jour. Et donc ça veut dire qu'ils ont un buffer central sur le centre de distribution, le stock central est là, et tous les jours ils dispatchent sur les usines. Donc c'est en utilisant ce mode du module de distribution qui peut être utilisé aussi en retail, etc. On va avoir dans le Q2 la possibilité d'ajuster les horizons de consommation moyenne jour et de prévision moyenne jour par exception au niveau article. Jusqu'à présent, on a été assez frileux par rapport à ça et on ne voulait pas trop aller là-dedans parce que plus vous complexifiez, plus vous donnez d'opportunités d'avoir des choses un peu bizarres. Ceci dit, c'est quand même un besoin légitime dans certains cas. Par exemple, de se dire, je sais pas, je veux avoir une matière première sur laquelle je vais calculer ma CMJ sur 6 mois, parce que ce sont des matières qui sont assez erratiques et que si je prends sur les 3 derniers mois, ça va peut-être pas être bon, alors qu'en général, c'est plutôt sur 3 mois que je vais calculer les autres, par exemple. Donc ça va être une différenciation. Il y a un peu de technique avec une architecture two-tier
Et puis, de l'AIML que je vais vous expliquer un petit peu plus, de manière un peu plus détaillée. Alors, il y a une nouvelle interface utilisateur. Ce PC est sur le réseau ou pas? Si je clique, ça va cliquer ou ça va pas? Hop, je regarde. Si. Non, aucun accès à Internet. OK. Est-ce que tu peux... Donc, on va juste essayer de vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. La version n'est pas finale. Mais il va y avoir quelques changements ergonomiques, une modernisation de l'interface, sans faire trop perdre les repères. Donc, vous allez voir que les écrans, on les reconnaît, mais avec un look and feel un peu plus modernisé, et puis aussi le fait qu'on ait rajouté de nouvelles fonctionnalités. Tout à l'heure, Cécile disait dans l'atelier ordonnancement, vous avez maintenant un menu qui est super long. Ça devient pas très pratique à utiliser. Donc cette nouvelle interface va permettre de mieux fonctionner là-dessus. Donc je vais vous montrer ça. Alors non, je ne vais pas vous montrer ça parce que là vous voyez rien. OK. Alors je vais juste arrêter la présentation une minute pour que vous puissiez voir. Hop. Si j'arrive à me connecter. Voilà une démo qui est vachement bien préparée, hein, avec un petit effet Bonaldi. Pour les plus anciens dans la salle, je dis ça. Il n'y a que la moitié des intervenants qui ont compris. Ouais, moi je vais... Qui intègre aussi une partie de tableau de bord complémentaire sur le lancement des OF et le statut d'avancement sur les OF. On va avoir un petit menu latéral qui va permettre d'être plus synthétique pour regrouper les différentes fonctions. Après, quand on va à l'intérieur d'une fonction, si je vais par exemple sur l'écran de planification, je vais reconnaître des choses qui ressemblent furieusement à ce que je connais déjà, mais avec une ergonomie encore un petit peu améliorée et plus de simplicité dans l'utilisation. Donc ça, c'est une première étape, et il y a d'autres étapes qui sont prévues dans la foulée. Alors, en intégrant Power BI, etc. Mais là, on aura quelque chose qui sera encore plus sympa à utiliser. C'est clair pour vous? Ça vous plaît d'avoir du... Parce qu'en fait, on est un peu mauve.
Purple chez Digitex. Ça vous plaît, le petit bandeau Purple avec un joli logo Intuiflow? Ouais. Non, c'était pour savoir, parce que sinon, on change. Comment? Non, il n'y a pas de date limite de passer de R+ à Intuiflow. Simplement, la règle générique, c'est de dire une année après la sortie d'une version, s'il y a des bugs qui sont trouvés sur cette version-là, on ne va plus faire de correctifs sur une version qui est sortie il y a plus d'1 an. Okay. Donc, on incite quand même à faire les montées de version. Hein, Michel et autres. Oui, Emmanuel. Donc là, on voit l'ensemble des produits qui sont apportés. Oui, alors on va faire une formation spécifique. OK. Voilà, c'est juste pour montrer l'évolution de l'interface utilisateur. Ça a l'air joli? Ouais, ça a l'air. OK. Tac. Ah, c'est pas ce que je voulais voir. Ouais, c'est bon. OK, donc l'interface utilisateur arrive. Le Gantt arrive. Bon, là, ça, c'est juste une version Power BI, ça n'a rien à voir avec la version cible qu'on va voir. L'optimisation d'un groupe, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai un critère de regroupement, ça peut être un conteneur, ça peut être une campagne, ça peut être un fournisseur, etc. Par rapport à ce fournisseur, j'ai des unités de mesure, ce qu'on utilise aujourd'hui avec les packaging quantity. Je veux par exemple faire un lot en visant un total de 20, je sais pas, 18 tonnes par exemple, si ça c'est du tonnage. Je vais rentrer 18 tonnes là et je répartis de manière équitable en fonction des pourcentages de buffer des différents articles, de manière à faire mon ensemble de 18 tonnes par exemple. Et si je veux aller modifier à la ligne, je modifie à la ligne. C'est bien comme ça que c'est prévu de fonctionner, Isabelle? Hein, c'est ça. Aux dernières nouvelles, c'est comme ça que c'est prévu. Donc ça sera dans la version Q2. Dans le module de distribution, donc c'est Cécile qui connaît les détails, mais donc il y a un certain nombre de choses qui vont être améliorées, notamment dans le module de distribution actuellement. Il était vraiment pensé distribution, c'est-à-dire je réapprovisionne des sites sur lesquels j'ai du stock, mais on pourra aussi intégrer des articles, des besoins d'articles non stockés qui pourraient ne faire qu'un passage à quai, par exemple, sur un site de destination. Et le module de distribution sera mieux intégré. On va dire aujourd'hui, c'est vraiment un écran à part, etc. Et il y aura une vue directement accessible dans le Workbench. Alors, je ne l'ai pas vu encore. Je ne sais pas, Cécile, si... ça sera la semaine prochaine que vous voyez ça. OK, super. Les horizons de calcul, donc ces horizons de calcul pourront être ajustés au niveau article site, au niveau SKU. Ça sera un réglage optionnel, c'est-à-dire que par défaut, ce sont les réglages de l'instance qui s'appliquent. Et on va pouvoir dire, cet article ou cette liste d'articles, voilà les horizons sur lesquels je veux les appliquer. To tier. Alors, on a un certain nombre de travaux en tâche de fond, notamment quand on fait du SNOP, quand on utilise l'APM, qui peuvent être parfois un peu lourds et gourmands en ressources. Actuellement, ces jobs-là tournent tous sur le même serveur, quelque part. Donc, en fait, les jobs de tâches de fond vont être déportés sur un serveur différent de celui qui gère l'interface utilisateur, de manière à ne pas avoir parfois des effets de ralentissement sur l'interface utilisateur si on a une simulation qui tourne sur 78 semaines et 50 000 articles, et
ça fait un petit peu ralentir les interactions. Programmé pour Q3. Alors, on va vérifier après que c'est bien toujours pour Q3. Ouais, alors, il y a un principe, c'est que Isabelle prend toujours un trimestre de buffer de temps. Elle a raison. mais ok. on met capacité démontrée, d'accord? Alors, ceci étant, on commence déjà actuellement à manipuler des pré-builds qui sont plus d'un stade proof of concept pour l'instant, avec des rapports Power BI, et on est en train de développer des rapports Power BI adaptés. Donc, c'est pas qu'une vue de l'esprit. Okay? Ça, ce sont par exemple quelques rapports Power BI qu'on a commencé à préparer. Ce que vous avez vu sur le SNOP, c'était aussi un bout de rapport Power BI connecté à une instance. Donc, on travaille là-dessus. Autre flux de travail, c'est machine learning. Alors, aujourd'hui, on utilise, pour ceux qui utilisent le Smart Buffer Profiler, SBP, c'est un Smart Buffer Profiler, mais qui n'est pas si smart que ça. Il utilise une notion de coefficient de variabilité. Qui sait me dire ce qu'est le coefficient de variabilité? Alors, on n'a pas trop suivi les formations, je vois. C'est le pourcentage, en fait, on affecte un buffer, un profil de buffer, en fait, en fonction de la variabilité de la dimension. Alors, c'est presque. Le coefficient de variabilité, on l'utilise aujourd'hui pour analyser un historique de demande, et on fait le ratio de l'écart type à la moyenne. De l'écart type de la demande quotidienne à la moyenne de la demande quotidienne. Plus ce ratio est faible, plus l'article est stable, plus le ratio est élevé, plus l'article est variable. Donc, vous mettez des zones rouges plus importantes sur des articles à forte variabilité que sur des articles à faible variabilité. Quand on regarde juste la part de variabilité de la demande, qui ne raconte pas toute l'histoire, parce qu'il y a aussi de la variabilité d'appro, etc. OK ? Il manque un micro en salle. Ah oui, un micro en salle quand il y a des questions. Ouais. Merci Karine de nous le rappeler. Donc en fait, on utilise aujourd'hui un coefficient de variabilité. Le problème d'un coefficient de variabilité, c'est qu'il ne dit pas tout à fait la même chose. Est-ce que tu peux me changer ça? Voilà. Prenons ces deux articles. Ils ont le même coefficient de variabilité. Je fais mon ratio écart type sur moyenne. Je vais avoir la même chose. Mais en fait, je n'ai pas du tout le même comportement parce que l'article du haut, mes demand pulses, là, mes articles demandés, enfin mes jours de demande et mes quantités demandées sont relativement répartis dans le temps, espacés assez régulièrement. Cela, ce n'est pas la même chose parce qu'en fait, si vous regardez bien, j'ai des trucs qui sont davantage groupés. J'ai la même variabilité, mais en fait, quand je regarde l'impact sur le buffer, là, je suis beaucoup plus en danger sur celui-ci que sur celui-là. Vous le voyez visuellement? Donc, tout ça pour dire que... Oh, qu'est-ce que c'est ce coefficient? Tout ça pour dire que le COV ne dit pas toute l'histoire du signal de demande. Et c'est mieux que de dire tout le monde, j'applique X jours de sécurisation. Ça permet quand même de différencier des articles à forte variabilité d'articles à plus faible variabilité, mais ça ne raconte pas toute l'histoire. On est d'accord là-dessus? Du coup, le truc qu'on s'est dit, c'est... Alors, qu'on s'est dit, c'est un peu le dada d'Eric Bush, le PDG, le CEO de Demand Driven Technologies, qui est un musicien par ailleurs et qui dit, mais quand même, quoi, avec Shazam, vous avez Shazam sur vos téléphones, vous entendez quelque chose dans un restaurant bruyant,
Vous mettez Shazam, ça vous dit voilà le morceau, machin, truc. Juste par. Il y a un Shazam pour les oiseaux? Ah, ça je ne savais pas, merci. Donc, vous avez un Shazam pour la musique et un Shazam pour les oiseaux, et on n'a pas de Shazam pour les signaux de demande et pour le dimensionnement de buffer DDMRP. Comment c'est-il possible? Okay. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire, et ce sur quoi nos équipes de R&D ont travaillé ces 2 dernières années, hein, on peut le dire, c'est de travailler réellement sur un détecteur ou un moteur d'analyse des signaux de demande. Pour démarrer, on démarre par ça. On va voir après qu'on aura d'autres développements, parce que ça nous permet aussi de monter en compétence avec notre cellule de R&D en data science et machine learning. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la demande et on va reconnaître, appliquer des logiques de reconnaissance de signaux de manière à faire du clustering, c'est-à-dire en français du regroupement d'articles qui ont des signaux de demande similaires. Ici, d'ailleurs, c'est intéressant, ça c'est un exemple d'un clustering où on a un certain nombre d'articles qui ont été regroupés parce que le moteur de machine learning a jugé qu'ils avaient des signaux de demande similaires. Et en réalité, là-dedans, j'ai des articles qui ont un COV qui est compris entre 0,5 et 2,5. Donc en fait, ça fait regrouper des articles de manière différente de ce que l'on ferait simplement par un calcul de coefficient de variabilité. Prenons un exemple. Voilà 3 signaux qui sont similaires. Vous les reconnaissez bien comme étant similaires, n'est-ce pas? C'est très visuel, c'est clair, ils sont similaires. Enfin, c'est le moteur de machine learning qui le dit. Okay. Du coup, ça, ce sont des articles, donc parmi peut-être 80 articles qui sont regroupés dans un cluster, ce sont 3 articles qui ont des profils jugés similaires. Ce que fait le moteur de machine learning, c'est qu'il va associer ces 3 articles et peut-être quelques dizaines d'autres à un signal générique qui est appelé un centroid. Alors j'ai regardé, a priori en français, ça se traduit bien par centroïde. Centroïde. Donc on va dire signal générique. Et ce signal générique représente le signal de demande de l'ensemble des articles qui ont été assimilés à celui-là. Vous me suivez? Du coup, une fois qu'on a le signal centroïde, on l'a ici, là. Ce signal centroïde, on le retrouve ici. On tourne des simulations. Ça, on sait faire, les simulations des DMRP. On applique des facteurs. En fonction des facteurs, ça, on rejoue les historiques de ce signal centroïde. Ça nous donne un certain comportement de buffer, etc. L'avantage, c'est que ça, c'est fait par un moteur en arrière-plan qui va tourner X scénarios, X dimensionnements possibles de buffer. Et si vous êtes familier avec l'intelligence artificielle, ces moteurs-là sont de plus en plus efficaces. Plus il y a de données qui sont ingérées, plus il y a d'exemples qui sont donnés au moteur, plus le moteur est efficace. Vous me suivez? Ce qui veut dire que si on a beaucoup de clients qui nous autorisent, moyennant un accord d'anonymisation de données, à envoyer leurs signaux de demande génériques anonymisés dans une grosse base de données qui intègre plein d'exemples. Après, si j'ai un nouveau client qui a un signal de demande qui ressemble à un signal de demande déjà existant, il est assimilé et je vais proposer des dimensionnements qui correspondent. Et là, on tourne des simulations avec différents paramètres de délai, de manière à avoir les plages de délai qui correspondent aux différents articles. C'est pas toujours facile d'expliquer le truc et que ça reste à peu près... Ça va, là? Ouais?
En plus, je ne restitue que ce que j'ai compris. Donc, c'est quand même une petite portion, enfin, que je crois avoir vaguement compris. Donc, c'est une petite portion du truc. OK? Du coup, je tourne ça et j'ai des performances qui sont liées à ça. Par exemple, là, sur cet article, j'ai un stock moyen de 4854, ce qui représente 2280 $ et ça m'a permis, en rejouant ça, d'avoir un taux de service de 100%. Donc, ça fait des mois et des mois qu'on fait, donc qu'on affine les algorithmes là, et on est aujourd'hui sur des choses qui donnent de meilleurs résultats que ce que l'on fait naturellement, que ce que l'on a réussi à faire avec des... En tout cas, c'est au moins aussi bon qu'un bon planificateur et qu'un bon modélisateur. Okay, c'est au moins aussi bon que ça, actuellement. Du coup, c'est une option, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réintégrer ce réglage-là comme étant le paramétrage, dans un premier temps, le réglage de la taille de la zone rouge du buffer. Comment ça marche? On a un TuiFlow. Un TuiFlow envoie les demandes historiques anonymisées dans un moteur de machine learning qui fait un clustering pour assimiler les signaux centroïdes. Donc, on détermine les centroïdes, on optimise les centroïdes avec plein de simulations des DMRP, on ajuste les réglages et on boucle là-dessus. C'est ce qu'on appelle le annealing en machine learning. Et tac, on renvoie des réglages optimisés à un TuiFlow. Il y a un petit risque à ça. Est-ce que vous voyez le risque? Alors, pas trop ça, parce qu'en réalité, on garde la notion de profil de buffer. Simplement, le regroupement, il se fait plus simplement par plage de délai et COV, il se fait par plage de délai et centroïde. Okay, mais on garde quand même la notion de regroupement. Non, le risque principal, c'est que, et ça sera certainement le cas au moins au démarrage, parce qu'on travaille sur la partie visibilité, mais on a le risque de boîte noire quand même. Hein. Le risque de truc, on envoie dans un gros bousin qui renvoie un truc qui dit la zone rouge, elle devrait être tant de facteurs de variabilité et tant de facteurs de... Bon, il va falloir pouvoir se faire son expérience et valider au fil du temps. Okay, donc, ça va démarrer sur la version Q2 et on va affiner au fil du temps et on va rajouter une partie visualisation qui ne sera pas disponible dans la première version. Donc, en utilisant les techniques de clustering, on garde la notion de profil de buffer, c'est-à-dire qu'on regroupe les articles. Il y a quelqu'un qui aime bien, c'est bien. Les clusters sont plus performants avec des paramètres similaires que les profils de buffer basés sur le coefficient de variabilité. Maintenant, ça ne dit pas toute l'histoire, hein, parce qu'on ne regarde que la variabilité de la demande, on ne regarde pas la variabilité d'appro, on ne regarde pas non plus d'autres paramètres du type est-ce que mon calcul de CMJ, je devrais le faire plutôt sur 12 semaines, 26 semaines, etc. Donc, en fait, ça, ce sont des choses qu'on va ajouter au fur et à mesure au moteur de machine learning, parce que actuellement, on fait une optimisation juste sur la notion de zone rouge en faisant changer les paramètres de facteurs de délai, de facteurs de variabilité, mais on va ensuite rajouter d'autres logiques d'optimisation, par exemple sur les horizons de calcul de CMJ, de PMJ, etc. C'est que le système puisse dire, par exemple, et il a raison sans doute, Alors, Nicolas veut poser une question comme d'habitude, mais on va lui laisser le micro, comme ça sera plus facile. Je disais que l'autre risque, c'est qu'effectivement, avec la variabilité constatée, le système dise, en fait, la taille des zones rouges devrait être tant,
ce qui est un fait. Donc, en fait, pour des raisons de contrainte, encore une fois, on ne veuille pas se payer ce stock, cette zone. Oui, absolument, absolument, tout à fait. Ouais. Est-ce que le fait de travailler aussi sur la variabilité, ça ne conduit pas à surstocker sur des articles qui vont être dans les catégories des low sellers, que de toute manière, on a du mal à prévoir la demande, alors qu'on a un ratio jour de stock qui est beaucoup plus, on va dire, amorti sur les top sellers? Mais complètement, c'est le même sujet. Par exemple, quand on utilise des formules de stock de sécurité ou des formules statistiques, ça a tendance à venir trop charger des articles erratiques, et finalement, il y a à un moment donné une décision d'un modélisateur ou d'un planificateur qui doit intégrer des règles métiers, des règles de valeur, des règles de niveau de risque qu'on s'autorise à prendre, etc. On peut le régler de différentes manières, mais effectivement, l'objectif, c'est quand même de se donner des moyens de manipuler et d'analyser des gros volumes de données, parce que en fait, ça va au-delà de ce qu'on est à même de faire en termes d'intelligence humaine, on va dire, ou de capacité de calcul à proprement parler, mais il va falloir bien l'adapter. Ce qu'on espère de ça quand même, c'est que ça va permettre de faciliter le démarrage et la mise en œuvre initiale, parce qu'en fait, on l'a déjà vu avec le Smart Buffer Profiler, il permet de démarrer beaucoup plus facilement, etc. Là, on pense que ça va permettre plus facilement de faire un premier réglage qui est vraiment pas mal, puis de l'améliorer au fil du temps. Ça reste de la nouveauté là-dessus, donc on va y aller de manière pragmatique, et puis demander à nos clients qui sont passés sur un QFlow, donc pour l'instant, ça démarre progressivement, un accord d'anonymisation pour qu'ils nous autorisent à envoyer leurs données anonymisées dans le moteur de machine learning. Et ce sont seulement les clients qui nous autorisent qui auront en retour les recommandations, bien sûr, issues du moteur de machine learning. Ah, donnant, hein. OK? Alors, ça, c'est la roadmap de la nuit dernière. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc, sur la version Q2, on a parlé de Load Optimizer, des horizons de CMJ et de PMJ, du module de distribution. Alors, sur la partie Scheduling and Execution, il y a les paquets qui sont les hiérarchies d'OF dont on parlait lors de l'atelier ordonnancement. Il y a le Gantt, et puis il y a, pour les clients actuels de DBR, un outil de migration qui va faciliter le passage à un QFlow. Côté machine learning, on introduit donc la zone rouge proposée par machine learning sur la version Q2. Et puis, on a des évolutions d'architecture qui sont le tier 2 avec l'exécution de jobs sur des serveurs déportés et la nouvelle interface utilisateur. J'ai enlevé la date en fait. Donc Q2, on ne sait pas exactement quand c'est en vrai. Q3, je sais que c'est fin août la date. Okay, donc Q2, c'est fin juin en principe. Sur la disponibilité d'un build réputé déployable. Et après, il faut prévoir un petit peu de temps pour laisser les autres déployer avant. D'accord ? Q3, on va introduire les nomenclatures alternatives qu'on n'a pas pour l'instant dans R+, c'est-à-dire de pouvoir choisir une nomenclature différente. On a aujourd'hui des gammes alternatives, mais on n'a pas de nomenclature alternative dans un QFlow. Les ajustements intelligents dont on a parlé,
qui sont aujourd'hui à titre de POC. Le SBP phase 2, je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait ce qu'il y a dans SBP phase 2? Je ne me souviens plus, ou je ne sais pas en fait. Ce n'est pas très clair encore, mais ça va être mieux. La gestion de quotas, c'est-à-dire de pourcentage multisource, quand je fais des projections dans l'APM, dans le SNOP, je vois que Fetty sourit. Un simulateur intégré qui va permettre, à partir de changements de réglage, de simuler qu'est-ce que donnerait un buffer, mais dans un mode de bac à sable. Des améliorations sur la partie SNOP, mais en fait, c'est ce à quoi on faisait référence. Un outil de génération de hiérarchie d'OF en fonction des nomenclatures, mais ça, c'est un peu particulier. De l'hyperparamétrisation de l'AML, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, hein, mais ils savent. OK. Power BI Embedded, et puis on va améliorer aussi la notion de gestion d'identité, de rôle, des permissions, etc. Notamment, ça va permettre plus facilement d'avoir plusieurs instances avec les mêmes autorisations et sur les différentes instances, quand on a des instances jumelles, des instances QA, Dev, etc., où aujourd'hui on n'a pas un processus d'identification de login commun. En Q4, nous allons avoir des améliorations sur la Bill of Materials, sur les nomenclatures. Je ne sais pas trop ce que c'est. Des améliorations sur le shelf life, donc sur les gestions des dates d'expiration. Donc, on a introduit les dates d'expiration il y a quelques builds. Donc, il y a des améliorations programmées en Q4, mais je ne me souviens pas trop de ce qu'il y a là-dedans. Les part notes, Demand History Outlier Detection. Ça, c'est quelque chose qu'on nous demande souvent et qui manque aujourd'hui, pour être clair, dans Intuiflow, qui est la possibilité d'amender directement l'historique de demande, quand on utilise l'historique de demande, soit pour calculer la CMJ, soit pour le Smart Buffer Profiler, pour enlever des événements, des outliers, des journées de demande qui polluent en fait l'historique. Donc on peut le faire aujourd'hui via des tactiques dans l'intégration, mais ça sera directement intégré. Multisource pour la distribution. Alors en fait, je pense que quota management, Fetty, ça ne va pas répondre à toutes tes questions. Ce sera plutôt là que ça répondra mieux à toutes tes questions. SNOP, scénario planning, donc la gestion de scénarios, de pouvoir enregistrer un scénario, charger un autre, comparer, etc. Vendor changeover, je ne sais plus ce que c'est. Ici, les parallèles resource scheduling, ça c'est quelque chose qui est important pour les gens qui font de l'ordonnancement. Et je regarde, c'est Manuel ou Emmanuel? Manuel. Je regarde Manuel, c'est peut-être quelque chose à voir. Aujourd'hui, on n'a pas dans la version actuelle d'Intuiflow la possibilité de dire pour faire cette opération, j'ai besoin de cette ressource et de cette ressource concomitamment. Autrement dit, j'ai besoin de ma presse et de mon moule en même temps, de mon équipement et de mon outillage simultanément. Je veux gérer les deux. Donc ça sera mis en œuvre sur la version Q4. Je ne sais pas si c'est un besoin en l'occurrence, c'est un besoin. Donc ce n'est pas encore dans la version actuelle. On avait cette fonctionnalité dans le DBR classique, mais on ne l'a pas encore reporté sur Intuiflow. Des choses qui se passent sur les AML, mais je ne suis pas sûr de ce que ça fait. Okay. Et puis d'autres changements architecturaux pour continuer à faciliter la montée en particulier la scalabilité quand on est sur des gros jeux de données, beaucoup de sites sur la même instance, etc. OK.
La vision long terme, donc, c'est permettre que la complexité paraisse simple.